Bonjour chers étudiants, dans ce nouveau cours dans le module Fondation des médias numériques. Dans le dernier cours, on a expliqué l'éditorialisation par les moteurs web, les moteurs de recherche. On a expliqué la différence entre l'activité traditionnelle d'édition. On a montré que dans le monde traditionnel de l'édition, dans ce monde traditionnel de l'édition, l'éditeur se porte garant après l'auteur des contenus publiés parce qu'il met en place des processus de relecture qui permettent de corriger et de valider des contenus. Donc, ce processus de relecture qui permet toujours de corriger et de valider les contenus, mais les moteurs de recherche web ne peuvent pas se porter garant des contenus qu'ils contribuent à promouvoir à plus forte raison du fait que leur éditorialisation est automatisée. On a aussi montré que pour les moteurs d'actualité, ce sont la fraîcheur et la fréquence des sujets dans les titres de presse moissonnés qui importent davantage. Les résultats regroupent sur un même sujet plusieurs articles tirés du titre de presse différents. Euh, on a montré aussi que pour le web généraliste, la présentation des résultats par les moteurs web a connu une certaine standardisation proposée sous forme d'une liste de liens accompagnés de cours descriptifs. Ils sont ordonnés selon des critères inscrits dans les algorithmes. Donc, pour le web généraliste, la présentation des résultats par ces moteurs de recherche proposés sous forme d'une liste de liens accompagnés de cours descriptifs. Ils sont ordonnés selon des critères inscrits dans les algorithmes. Ces critères portent sur la correspondance entre les termes de la requête de l'internaute, de celui qui utilise l'Internet, et ceux des pages indexées, sur la position de ces termes dans les pages, mais aussi dans le cas, par exemple, du PageRank de Google et sur des recommandations. On a analysé aussi le fonctionnement de Google, par exemple, comme moteur de recherche, en indiquant ces conditions générales d'utilisation. Dans le dernier cours aussi, on a analysé le fonctionnement de YouTube euh, en se basant sur l'étude de Tristan Matlar. Matlar, en fait, il a analysé le blog du YouTube pour bien comprendre son fonctionnement. On a évoqué aussi la critique de Tristan Matlar concernant le modèle mondial de production de vidéos, la production de vidéos élaborées par YouTube. Euh, il a montré que toutes les initiatives suivant l'essor international de YouTube s'accompagnent d'une rhétorique présentant la plateforme comme un agent de diversité culturelle. Ainsi, le billet de blog annonce la naissance des premiers sites localisés de la plateforme, les décrit comme valorisant l'incroyable variété de contenus internationaux que véhicule YouTube. Et on a montré que Matlar a constaté ces discours qui érigent YouTube en agent de diversité culturelle à une échelle mondiale se dissimule une réalité plus complexe. En effet, par son dispositif de formation déployé à l'échelle mondiale, la firme YouTube propose un seul et même modèle de production des vidéos selon le point de vue et selon la stratégie de YouTube même.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va continuer l'analyse des fondations des médias numériques et ses repères critiques. On va expliquer les nouvelles habitudes de consommation médiatique dans ce nouveau monde numérique. Plan de cours, nouvelles habitudes de consommation médiatique, état des lieux, consommation des médias numériques par rapport aux médias traditionnels. On va étudier le cas de la presse écrite, consommation des médias numériques et médias traditionnels. On va étudier aussi le cas de la télévision comme média traditionnel. On va analyser la consommation des médias numériques euh, de- selon les résultats des études concernant Twitter. Et on va aussi étudier la consommation des médias numériques par rapport aux médias traditionnels en ce qui concerne les vidéos numériques. On va aussi étudier ce que les chercheurs appellent le déséquilibre des pouvoirs, la relation producteur et diffuseur du contenu. Et on va s'appuyer sur l'ouvrage de Christophe Lachnit intitulé Le génie gênant, fragment sur la transformation numérique. Christophe Lachnit a évoqué dans son ouvrage Le génie gênant, fragment sur la transformation numérique, les nouvelles habitudes de consommation médiatique dans le nouveau contexte numérique. Il a dressé un état des lieux aux conséquences stratégiques de la révolution numérique dans ce domaine. En fait, il a présenté les différents résultats des recherches menées sur le public américain concernant euh, les comportements communicationnels, donc les nouvelles habitudes de consommation médiatique. Christophe Lachnit a posé la question la surinformation numérique serait-elle un mythe? L'image d'Épinal veut que le web noie les citoyens sous un tsunami permanent d'informations de mauvaise qualité. Euh, il a présenté des résultats d'un sondage réalisé par euh, le centre Pew Institut, ce centre de recherche très connu, Pew, auprès d'un échantillon représentatif d'internautes américains adultes. Ce n'est pas ce qu'ils ressentent, bien au contraire. Donc, le public américain, selon cet échantillon représentatif d'internautes, ne se sent gênés par la transformation numérique. Au contraire, ils, ils, ils utilisent les différents plateformes numériques pour des différents objectifs. Donc, tel est ainsi le principal enseignement de ce sondage. Ce sondage nous informe que 87% des participants affirment que le web et les téléphones mobiles ont amélioré leur capacité à apprendre de nouvelles choses. 72% apprécient le fait d'avoir beaucoup d'informations à leur disposition, contre 26% qui disent souffrir de surinformation. Et 76% des participants estiment qu'Internet permet aux Américains moyens
d'être mieux informés contre seulement 8% qui sont d'un avis contraire. Donc, il existe des avantages, des avantages de l'utilisation des médias numériques en ce qui concerne l'amélioration d'apprendre de nouvelles choses et aussi le fait d'avoir beaucoup d'informations, c'est une chose positive dans, parce que en fait, si je dispose beaucoup d'informations, ça va m'aider dans, par exemple, de prendre des décisions dans ma vie quotidienne. Et aussi, il y a une estimation que l'Internet permet aux gens moyens d'être mieux informés. Donc, il y a, comme on voit selon ces résultats de ce sondage, qu'il existe des, des traits, des caractéristiques euh, positives, en fait, dans tout ce qui concerne les différents aspects de l'utilisation de médias numériques. Lachnit explique que à l'origine de cette potentielle surinformation se trouvent évidemment les réseaux sociaux. S'il y a des questions qui se posent à propos des médias numériques concernant la notion surinformation, c'est parce qu'il existe en fait des réseaux sociaux numériques comme Facebook, comme Twitter. Euh, ces réseaux sociaux sont à l'origine de cette potentielle surinformation. Lachnit écrit, durant les années 2000, les internautes étaient concentrés sur la découverte d'informations et Internet essentiellement pratiqué de manière active. Euh, cette manière, on l'appelle pull. Donc, durant les années 2000, les internautes étaient concentrés sur la découverte d'informations et Internet essentiellement pratiqué de manière active. Les moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, étaient alors l'application emblématique, tandis que les années 2010 voient la priorité accordée à une pratique passive, donc la pratique push, dans laquelle les internautes consomment les contenus qui leur sont proposés par leurs proches. Les réseaux sociaux, les médias sociaux numériques sont désormais l'usage dominant. Donc, à l'origine de cette potentielle surinformation, Lachnit montre que ce sont les réseaux sociaux qui se trouvent à l'origine de cette potentielle surinformation. Et il a distingué entre deux pratiques, la pratique ou la manière active dans l'utilisation de l'Internet euh, durant les années 2000, les moteurs de recherche étaient alors l'application emblématique et dans les années 2010, ces années voient la priorité accordée à une pratique passive, c'est la pratique push, dans laquelle les internautes consomment les contenus qui leur sont proposés par leurs proches. Les réseaux sociaux sont désormais l'usage dominant. Dans ce contexte, la CNIT a présenté les résultats de notre étude du Pew, Centre Pew de recherche
intitulé Social Media Usage 2000, entre 2005, l'usage des médias sociaux entre 2005 et 2015. Cette étude permet de prendre conscience du niveau d'adoption des médias sociaux numériques. Pourquoi les études nous aident à comprendre la fondation des médias numériques et tout comment les différentes notions liées de médias numériques et de la consommation médiatique dans ce nouveau euh, monde numérique. Donc, parce que les études nous donnent des indications sur les différents types ou habitudes, types de consommation et habitudes de consommation médiatique. Euh, donc, cette étude permet de prendre conscience du niveau d'adoption des médias sociaux numériques et réalisée aux États-Unis. Elle présente l'originalité de rapporter l'usage des réseaux sociaux à l'ensemble de la population adulte et non à la seule population connectée à Internet, comme c'est généralement le cas. Donc, cette étude réalisée aux États-Unis présente l'originalité de rapporter l'usage des réseaux sociaux à l'ensemble de la population adulte et non à la seule population connectée à Internet, comme c'est généralement le cas. Et c'est pour cette raison, cette étude était très importante. Les principales conclusions de cette recherche se présentent comme suit. 65% des adultes américains utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux. Ça veut dire utilisent dans avec la fin des années 2015 les réseaux sociaux parce que en fait l'étude est dans un intervalle de 10 ans, de 2005 à 2015. 65 des adultes américains utilisent les réseaux sociaux contre 7% en 2005 et 90 des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans pratiquent les réseaux sociaux contre 12% en 2005. La proportion de seniors de plus de 65 ans qui s'adonnent aux réseaux sociaux a plus que triplé depuis 2010 et s'établit aujourd'hui à 35% de cette classe d'âge, contre seulement 2% en 2005. Ce sont les chiffres de ces résultats qui nous montrent il existe euh, euh, une utilisation des médias sociaux numériques entre les adultes américains. Euh, 65% des adultes américains utilisent ces réseaux sociaux contre 7% en 2005. Christophe Lachny analyse cette question. Les réseaux sociaux ont-ils rapproché les gens? La généralisation de l'usage des réseaux sociaux permet de rapprocher les êtres humains ou, du moins, de prendre mieux conscience de leur proximité. Ainsi, Facebook a-t-il actualisé la théorie des 6 degrés de séparation? Mais c'est quoi cette théorie? La théorie des 6 degrés de séparation stipule que deux habitants de la planète qui ne se connaissent pas sont séparés l'un de l'autre au maximum par 5 personnes, soit 6 degrés de séparation. Elle fut inventée en 1929 par l'auteur hongrois Frigi Karenti, démontrée concrètement outre-Atlantique en 1967
par le professeur de l'université de Harvard, Stanley Milgram. Donc, la généralisation de l'usage des réseaux sociaux permet de rapprocher les êtres humains, ou du moins de prendre mieux conscience de leur proximité. Ainsi, Facebook a-t-il actualisé la théorie de l'hongrois Frigi Karenti de la théorie des 6 degrés de séparation. Facebook, dans un article publié sur son blog, expliquait avoir analysé les données relatives à son 1,59 milliard de membres de l'époque et être arrivé à la conclusion que ce ne sont pas 6 degrés, hein, mais 4,57 degrés, soit 3,57 personnes qui séparent deux habitants de la planète choisie au hasard. Donc, Lachnit explique que cette proximité n'est pas la seule raison pour laquelle les réseaux sociaux favorisent notre bien-être. Lachnit explique que cette proximité n'est pas la seule raison pour laquelle les réseaux sociaux favorisent notre bien-être. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvanie, et de Facebook ont sondé durant 3 mois plus que 1900 membres du réseau de ce site, habitant dans 91 pays. Ils les ont interrogés sur leur état d'esprit et ont analysé leur activité sur Facebook. L'amélioration de leur bien-être était alors comparable à celle connue dans le cas de l'obtention d'un nouvel emploi ou la naissance d'un enfant. Incidemment, cet accroissement pouvait également être généré en commentant plus souvent les messages mis en ligne par leurs amis. Ici aussi, le seuil fatidique s'établit à 60 commentaires supplémentaires par mois. Et des chercheurs des universités de Wisconsin, Madison et Cornell ont découvert que les individus regardent souvent leur compte Facebook lorsqu'ils sont en manque d'estime de soi. Donc, les individus regardent souvent leur compte Facebook, selon ces chercheurs, lorsqu'ils sont en manque d'estime de soi. Ce serait une manière inconsciente pour eux réparer leur ego en consultant les messages, généralement positifs, qu'ils y ont publiés au sujet de leur vie et en y voyant les liens sociaux dont ils bénéficient. Donc, l'amélioration de leur bien-être, de bien-être des internautes qui utilisent le Facebook était alors comparable à celle connue dans le cas de l'obtention d'un nouvel emploi. Incidemment, cet accroissement pouvait également être généré en commentant plus souvent les messages mis en ligne par leurs amis et des chercheurs aussi des universités de Wisconsin, Madison et Cornell ont découvert que les individus regardent souvent leur compte Facebook lorsqu'ils sont en manque d'estime de soi. Parce que ça serait une manière inconsciente pour eux pour réparer leur ego en consultant les messages généralement positifs qu'ils y ont publié au sujet de leur vie et en y voyant les liens sociaux dont ils bénéficient. Une autre tendance de fond de la nouvelle consommation médiatique est l'importance prise par les usages mobiles. En moyenne,
Nous consultons nos smartphones 150 fois par jour. Or, l'une des différences majeures entre l'utilisation d'un ordinateur et la pratique d'un smartphone est que celle-là est intentionnelle, mais l'utilisation d'un smartphone ne l'est pas. L'ordinateur répond à un objectif précis alors que le smartphone remplit nos moments creux. La Schnitt évoque aussi les résultats d'une étude américaine de Comscore. Les équipements mobiles, smartphones et tablettes phagocytent 2 tiers du temps passé sur les médias numériques. La part des ordinateurs fixes dans l'attention numérique est tombée de 47% en 2013 à 35% en 2015 contre 65% pour les équipements mobiles, smartphones et tablettes. Les smartphones représentent à eux seuls plus de la moitié du temps passé par les Américains sur des médias numériques. Un cinquième des milléniaux nés entre 1981 et 1996, définis par Comscore comme les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, n'utilisent plus du tout d'ordinateur. Les 1000 premiers sites web recueillent beaucoup plus de trafic depuis des mobiles que des ordinateurs, en moyenne 61% de plus. Leur audience mobile a doublé en 2 ans. Ainsi nous montre la Schnitt que les applications mobiles dominent le monde numérique. Les utilisateurs américains de smartphones et tablettes, par exemple, passent en moyenne 3 heures et 40 minutes par jour sur ces appareils. Et cela explique que les applications mobiles représentent aujourd'hui euh, plus de la moitié du temps passé en ligne sur des équipements fixes et mobiles par les internautes américains. 58% si l'on considère les applications utilisées sur smartphones et tablettes et 49% si l'on prend en compte les seuls smartphones contre 33% 3 ans plus tôt. Les études montrent que la répartition du temps passé en ligne outre-Atlantique se présente comme suit. Applications mobiles sur smartphone, 50%, ordinateur, 32%, applications mobiles sur tablette, 9%, navigation Internet sur smartphone, 7%, et navigation Internet sur tablette, 2%. Donc, les études et les résultats des études nous montrent des indications concernant la consommation médiatique. Euh, Par exemple, ici, Christophe Lachnitt présente les résultats des études menées sur le public américain comme exemple, mais c'est des traits, des caractéristiques générales euh, qui nous montrent que les applications mobiles dominent aujourd'hui le monde numérique et les utilisateurs de smartphones et tablettes passent beaucoup de temps par jour sur ces appareils par rapport aux consommations médiatiques des médias traditionnels et médias historiques comme la presse écrite et la télévision et la radio. Et donc, il y a beaucoup de temps qu'on passe en utilisant les médias sociaux numériques et notamment sur nos portables, euh, téléphones portables et smartphones et tablettes, euh, ce qui montre toujours qu'il y a une nouvelle consommation médiatique dans ce monde numérique. En outre, les applications mobiles génèrent une énorme focalisation des usages Internet sur un nombre limité de plateformes. En moyenne, les Américains consacrent ainsi 45% du temps qu'ils passent dans les applications sur leur smartphone à leur application favorite, 18% à leur deuxième
et 10% à leur troisième. Christophe Lachenit explique que pour les marketeurs, cette évolution est synonyme à la fois de concentration et fragmentation de leurs vecteurs publicitaires. Concentration car les publics canalisent leur usage sur un nombre restreint de plateformes et fragmentation car ces plateformes sont forcément moins ouvertes qu'Internet. Il note aussi que, incidemment, cette concentration est d'autant plus dangereuse pour les médias que ceux-ci, en particulier les médias tout numériques, n'ont pas encore réalisé les fusions-acquisitions rendues impératives par les contraintes économiques présidant à leur développement. Pourtant, et quoi qu'il en soit, selon Lachnit, le règne des applications mobiles profite à leurs créateurs. Selon des données compilées par l'analyste industriel Horace Didiu, les développeurs qui proposent leur application sur l'Apple Store ont engrangé pour la première fois en 2014 des revenus 25 milliards de dollars supérieurs aux ventes de billets générés par l'industrie du cinéma américain. Les applications mobiles représentent d'ailleurs une activité numérique plus importante en volume que la musique, les programmes télévisés et les films réunis. L'industrie, donc l'industrie des applications crée également plus d'emplois que Hollywood, 627 000 aux États-Unis en 2014 contre 374 000. Il faut dire qu'elle offre à la fois une barrière à l'entrée moins imposante et un marché accessible plus vaste. Dans son ouvrage concerné, Christophe Lachenit continue son analyse concernant les changements intrinsèques que connaît la consommation médiatique dans le nouveau paysage des médias numériques. Il note les faits suivants en se basant sur les résultats des études académiques et études de marché et sur les écrits des experts. Les smartphones et tablettes ne sont plus les seuls vecteurs de mobilité connectée. Les smartphones et tablettes ne sont plus les seuls vecteurs de mobilité connectée. Des drones aux voitures, la mobilité n'est plus une composante d'Internet, elle est Internet. L'analyste Benedict Evans, l'un des spécialistes les plus réputés mondialement du secteur des technologies mobiles, en avril 2016, il présenta sa vision de ce marché lors d'une conférence concernant le changement des médias organisée par le journal The Guardian. Evans montre alors que 1,5 milliard de smartphones sont désormais vendus annuellement dans le monde contre seulement 300 millions d'ordinateurs dans les années 2000. La croissance du marché des smartphones n'est pas terminée. Le processeur d'un iPhone 6 contient 625 fois plus de transistors qu'un Pentium commercialisé en 1995 et chaque acheteur d'un smartphone acquiert donc un super ordinateur de poche. En septembre 2014, lors du week-end de lancement de euh, le iPhone 6, Apple vendit environ 25 fois plus de transistors électroniques que euh, tous les ordinateurs de la planète non comptés en 1995. Le prix d'entrée d'un smartphone Android est inférieur à 50 dollars et le réseau cellulaire mondial est de plus en plus ubiquiste. 70 de la population africaine sont ainsi couverts.
La dernière barrière à l'entrée des consommateurs sur ce marché a trait au coût de l'accès aux données mobiles. Le smartphone est le premier produit technologique universel et a vocation à être présent dans la poche de chaque habitant de la planète alors que l'ordinateur commença par être utilisé dans chaque entreprise, puis, selon la formule de Bill Gates, dans chaque foyer et sur chaque bureau. Le smartphone constitue une plateforme Internet plus riche, tout en étant plus facile à utiliser que l'ordinateur personnel grâce à ses senseurs, son interface et la géolocalisation et sa caméra. Donc, le smartphone constitue une plateforme Internet plus riche grâce à ses senseurs et son interface et sa géolocalisation et sa caméra. En conséquence, le mobile est le nouvel écosystème technologique et va être le moteur de l'innovation dans les prochaines décennies, de même que les tablettes sont les ordinateurs de ce nouvel écosystème, un drone et un smartphone qui volent. Les automobiles sont en passe de devenir des smartphones qui roulent et le développement de voitures sans chauffeur révolutionnera la manière dont nos vies et villes sont organisées. En effet, dans la plupart des villes, les aires de parking occupent entre 20 et 30% de l'espace utilisable et la plupart des voitures sont garées durant 95% du temps. Ainsi, comme l'affirme Benedict Evans, faire référence à l'Internet mobile est aujourd'hui aussi archaïque qu'évoquer la télévision couleur. La prégnance des mobiles au premier rang desquels les smartphones dans nos vies pose la question du futur des contenus lents. Lachnitt évoque également une étude menée par Centre Pew de recherche avec the John and Knight Foundation, John S. and James L. Knight Foundation. Cette étude apporte une réponse encourageante à ce sujet. Elle s'est concentrée sur les temps respectifs passés par des internautes mobiles sur les contenus courts et longs, plus de 1000 mots, à partir de données fournies par Parse.ly, cette compagnie qui analyse les données web et les contenus web. 117 millions d'interactions mobiles avec 74 040 articles ont été examinés. Et malgré la taille plus petite des écrans mobiles et les plus grandes tentations d'activités multitâches offertes par les smartphones, les internautes mobiles consacrent en moyenne 2 fois plus de temps au contenu lent, 123 secondes contre 57,1 pour les contenus courts. Évidemment, 2 minutes représentent un temps limité pour réellement prendre connaissance d'un contenu lent. Et ce d'autant plus qu'il est probablement surestimé, donc il est probablement surestimé par Dottley mesurant le temps passé sur un contenu par intervalle de 5,5 secondes. On passe maintenant à l'analyse faite par Christophe Lachnitt concernant la consommation des médias numériques par rapport aux médias traditionnels, le cas de la presse écrite. Christophe Lachnitt a étudié dans son ouvrage la relation entre les médias numériques et les médias traditionnels, notamment la presse écrite en ce qui concerne la consommation des contenus. Selon son analyse, ces nouvelles
habitudes de consommation médiatique sont très préjudiciables pour la presse écrite. C'est peu de dire que celle-ci a raté le virage numérique, frôlant même la sortie de route, selon ces mots. La presse écrite a en effet été prise d'une myopie marketing selon le concept inventé en 1960 par Theodore Levitt alors qu'il enseignait au sein de l'université de Harvard. Cette myopie conduit les dirigeants d'entreprises à se focaliser sur leurs produits et ou services plutôt que sur la compréhension des besoins réels de leurs clients. L'un des exemples donnés par Levitt concerne les sociétés de chemin de fer qui crurent que leur métier était le rail alors qu'il s'agissait du transport. Elles ne s'intéressaient donc pas à l'essor des modes de déplacement alternatifs au rail. Elles ne s'intéressèrent donc pas à l'essor des modes de déplacement alternatifs au rail, tels que l'automobile et l'aviation, et perdirent une grande partie de leur marché accessible. La presse écrite commit la même erreur en considérant trop longtemps que son métier était de produire du papier et non des contenus, alors même que ses clients s'éloignaient de ce mode de consommation et adopter de nouveaux usages numériques. Donc, l'un des exemples donnés par Levitt concerne les sociétés de chemin de fer qui crurent que leur métier était le rail alors qu'il s'agissait du transport et il a fait la comparaison avec la presse écrite que, selon lui, a commis euh, la presse écrite commis la même erreur en considérant trop longtemps que son métier était de produire du papier et non des contenus, alors même que ses clients s'éloignaient de ce mode de consommation et adoptaient de nouveaux usages numériques. Le résultat fut encore dramatique, plus dramatique que pour les sociétés de chemin de fer, comme le montre l'état d'Internet présenté chaque année par Marie Mika. Elle commente notamment à cette occasion un graphique montrant les parts respectives des différents médias en matière d'attention et de monétisation. Lors de sa dernière présentation en date, elle souligna ainsi que la part d'attention médiatique de la presse écrite était restée stable à 4% en 2015, alors que sa part dans les investissements publicitaires avait légèrement décliné de 18% à 16%. Cela signifie que la chute des revenus publicitaires de la presse est loin d'être achevée. Dans le même temps, les investissements publicitaires sur mobile sont passés en un an de 8% à 12% du marché publicitaire total, essentiellement au profit de Facebook et Google, mais ils sont toujours largement inférieurs au rôle joué par le mobile dans les pratiques médiatiques des consommateurs. La CNIT a indiqué qu'il existe beaucoup de rapports et de recherches qui dresse un constat plus détaillé et tout aussi préoccupant de l'état de la presse écrite par rapport à la consommation des médias numériques. Par exemple, la recherche de Centre Pew euh, sur les médias euh, en 2016, State of the News Media 2016, qui se présente comme suit. 2015 a été la pire année depuis 2008 pour le déclin de la presse américaine en termes de revenus. Elle a perdu 7% de sa diffusion quotidienne et 8% de ses revenus publicitaires. Cette tendance est d'autant plus grave que d'autres médias traditionnels se portent mieux outre-Atlantique, comme la télévision par câble ou la satellite qui a, par exemple, vu son chiffre d'affaires croître de 10%. Toujours en analysant le rapport entre consommation des médias numériques, consommation de la presse traditionnelle, la presse écrite,
ou les médias traditionnels, le nombre de journalistes employés à plein temps, selon cette étude dans la presse écrite américaine, s'est élevé à 32 900 à la fin de l'année 2014, soit une baisse de 10% en un an et de 40% en 10 ans. Les plans sociaux en cours dans ce secteur impliquent qu'il comptera bientôt moins de collaborateurs que celui de la télévision locale, de 27 600, qui est plus stable. Et les grands sites d'information tout numérique bénéficient d'investissements de capital risqueurs, mais la plupart ne sont pas rentables opérationnellement et les podcasts continuent de se développer, même si seulement 21% des adultes américains écoutent un épisode de podcast au cours d'un mois donné et que 64% n'en suivent jamais. Le marché publicitaire numérique américain a progressé de 20% en volume en 2015 pour atteindre près de 60 milliards de dollars. Cela représente une croissance plus forte qu'en 2013 et 2014. Mais cinq grandes plateformes, Facebook, Google, Microsoft, Twitter et Yahoo, en phagocytent 65% avec Facebook et Google qui se taillent la part du lion. Ces plateformes sont cependant dépendantes des médias d'information traditionnels pour leur contenu. Donc, ces plateformes sont dépendantes des médias d'information traditionnels. C'est un constat très important en ce qui concerne leur contenu. Réciproquement, ceux-là dépendent d'elles pour la diffusion de leur production éditoriale. De plus en plus, le suivi, reportage sur le terrain et la relation création des contenus de l'actualité sont laissés aux médias d'information traditionnels, alors que ces missions jouent un rôle clé dans le développement des plateformes numériques. Or, le suivi et la relation de l'actualité ne sont pas aisément monétisables sans la puissance de diffusion et curation des dites plateformes. Cette évolution pose la question du rapport entre producteurs et diffuseurs de contenu, lequel va déterminer la capacité des citoyens consommateurs à s'informer de manière idoine dans le futur. Les enseignements majeurs de notre rapport Digital News Report en 2016, réalisé par l'Institut Reuters d'études du journalisme de l'Université Oxford, dans 26 pays à travers le monde, sont, selon Christophe Lanchit, peut-être plus inquiétants encore car ils ont notamment trait à la défiance croissante du public à l'égard des médias d'information. La confiance dans la presse continue de s'éroder et les réseaux sociaux de gagner en influence dans les choix d'information des citoyens consommateurs. Seulement 45% des personnes interrogées par Reuters estiment pouvoir faire confiance à la plupart des nouvelles, la plupart du temps. Un autre 41% des participants à ce sondage considèrent que les médias d'information sont fiables la plupart du temps et 34% ont la même opinion des journalistes. Donc, ces enseignements majeurs du Digital News Report de l'Institut Reuters d'études du journalisme de l'Université d'Oxford. Cette étude menée dans 26 pays à travers le monde, selon Christophe Lanchit, peut être plus inquiétant encore, car ils ont notamment trait à la défaillance croissante du public à l'égard des médias d'information. La confiance dans la presse continue de s'éroder et les réseaux sociaux de gagner en influence dans les choix d'information des citoyens consommateurs, parce que seulement 45% des personnes interrogées par Reuters estiment pouvoir faire confiance à la plupart des nouvelles la plupart du temps. Un autre 40 participants à ce sondage considèrent que
les médias d'information sont fiables la plupart du temps et 34% ont la même opinion des journalistes. Dans presque tous les pays où cette enquête a été menée, à l'exception de l'Allemagne, une majorité des personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux n'ont pas conscience de l'identité des médias qui ont produit les contenus qu'elles y consomment. C'est un résultat très important aussi euh, parce que, comme on voit, une majorité des personnes euh, qui s'informent sur les réseaux sociaux n'ont pas conscience de l'identité des médias qui ont produit les contenus qu'elles y consomment. Et plus les internautes sont jeunes, plus grand est le nombre de sources d'informations numériques sur lesquelles ils suivent l'actualité. 17% des 18-24 ans on utilise ainsi 5 ou plus contre 11% des 564 ans et 8% des plus de 65 plus de 65 ans. Or, plus grand est le nombre de sources d'information des internautes, plus fiable est leur niveau de confiance dans les médias d'actualité. Les médias en ligne ont supplanté la télévision. Maintenant, euh, euh, notre résultat de cette étude, les médias en ligne ont supplanté la télévision dans le suivi de l'actualité chez les individus de moins de 45 ans. Parmi les 18-24 ans, les réseaux sociaux dépassent la télévision comme principale source d'information. Et c'est un constat très important aussi. Les réseaux sociaux dépassent la télévision. Le média traditionnel très réputable donc dans le monde de l'information comme principale source d'information. La consommation de vidéos numériques consacrées à l'actualité représente encore un comportement minoritaire à travers le monde. Seulement 24% des personnes interrogées en regardent une par semaine. Donc seulement 24% des personnes interrogées en regardent une par semaine. Et malgré les développements de Snapchat dans ce domaine, les services de messagerie demeurent encore très faiblement utilisés à l'échelle internationale. En matière de suivi de l'actualité, les exceptions notables sont KakaoTalk et WhatsApp en Corée du Sud. Toujours en analysant la relation entre médias numériques, consommation, médias traditionnels, cas presse écrite, et selon toujours les données de ce rapport de Reuters, les données de ce rapport, probablement les plus alarmantes pour les médias d'information, sont celles qui révèlent que plus de citoyens se satisfont de recevoir des informations en fonction de ce qu'ils ont lu auparavant en ligne, 36%, que des choix éditoriaux des journalistes, 30%. Cette approche n'est pas dangereuse que pour les producteurs d'informations. Elle l'est aussi pour la démocratie car elle reflète le rôle croissant de la bulle de filtre, l'intelligence artificielle régissant les services qui nous sont proposés sur Internet et programmés pour nous faire plaisir à notre insu en allant en particulier dans le sens de nos opinions. Or, la sagesse civique résulte du débat plutôt que de l'uniformité de la pensée, selon les mots de Christophe Lachnitt. Le résultat de l'enquête conduite par Edelman, aussi dans 28 pays à l'échelle internationale, ne sont pas plus rassurants. 63% des participants affirment faire confiance aux moteurs de recherche pour la relation de l'actualité, contre 58 aux médias traditionnels et 53 aux médias en ligne. Les internautes accordent davantage de crédit à Google News qu'à ses sources
on peut penser que ce résultat s'explique en partie par le fait que Google News sélectionne les contenus d'information les plus populaires. Encore une fois, il existe aussi des résultats de l'enquête conduite par Edelman euh, dans 28 pays à l'échelle internationale. Et ces résultats ne sont pas plus rassurants euh, selon la SCHNIT parce que selon ces résultats, 63% des participants affirment faire confiance aux moteurs de recherche pour la relation de l'actualité, contre 58 aux médias traditionnels et 53 aux médias en ligne. Et les internautes accordent davantage de crédit à Google News qu'à ses sources. On peut penser que ce résultat s'explique en partie par le fait que Google News sélectionne les contenus d'information les plus populaires. Mais comme Christophe Lachnitt a constaté, cette étude constitue une énième mauvaise nouvelle pour les médias d'information, et ce d'autant plus qu'elle signale que les journalistes disposent d'un niveau de confiance également médiocre sur les réseaux sociaux. 78 des internautes s'y fient aux nouvelles mises en ligne par leurs proches, amis ou familles, contre 65 aux experts académiques et 44 aux journalistes. On passe maintenant à une analyse concernant la consommation des médias numériques, mais par rapport à la consommation des médias traditionnels qu'à de la télévision. Donc, on passe maintenant à la télévision. Christophe Lachnitt a analysé aussi dans son ouvrage les effets des médias numériques sur un autre média traditionnel, la télévision. Il nous a expliqué comment la situation d'un autre média traditionnel est moins sombre que celle de la presse écrite, même si le marché publicitaire numérique mondial devrait surpasser celui de la télévision dès 2016. Cette dernière reste relativement compétitive face au web. Très important ça, c'est constat est très important parce que ici il y a une certaine compétition face au web entre la télévision et le web. Donc, c'est ce que montre une étude de Nielsen qui remet en question beaucoup d'idées reçues. Donc, toujours, la Schnitt essaye d'affirmer, de confirmer ces constats par des résultats des études menées dans ce domaine, donc de nouvelles habitudes de consommation médiatique, soit numérique et soit consommation des médias traditionnels. Nielsen c'est un institut de référence en matière de mesure de l'audience télévisuelle outre-Atlantique, fut beaucoup attaqué pour ne pas s'être adapté à l'évolution du paysage télévisuel. Nouvelles plateformes de diffusion numérique en flux, consommation de programmes télévisés sur mobile et consoles de jeux. Mais cette recherche lui permit de se replacer au centre du jeu. Ses principales conclusions se présentent comme suit. La comparaison des audiences de la télévision et du web n'est pas pertinente car la durée nécessaire à la prise en compte d'un téléspectateur est beaucoup plus longue que celle requise pour l'enregistrement d'un internaute. Facebook considère qu'un internaute a vu une vidéo dès qu'ils en a regardé 3 secondes. Si les mesures d'audience télévisuelle étaient fondées sur le même principe, elles seraient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est très très important comme conclusion. Cette conclusion nous explique que la comparaison des audiences de la télévision et du web n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce que la durée nécessaire à la prise en compte d'un téléspectateur est beaucoup plus longue que celle
que celles requises pour l'enregistrement d'un internaute. Facebook considère qu'un internaute a vu une vidéo dès qu'ils en a regardé 3 secondes. Si les mesures d'audience télévisuelle étaient fondées sur le même principe, elles seraient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et la comparaison de la fréquence de consommation des différents médias dépeint un paysage moins inquiétant pour la télévision qu'il n'est généralement admis. 87 des adultes et 76 des jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans regardent la télévision chaque semaine, alors que 70 des adultes et 70% des adultes et 80% des 18-34 ans utilisent un smartphone sur la même période. Le constat est un tout petit peu moins favorable à la télévision en termes de temps passé sur les différents médias. Les adultes regardent la télévision en moyenne 36 heures par semaine contre 7 heures passées sur leur smartphone. Donc, les adultes regardent la télévision en moyenne 36 heures par semaine contre 7 heures passées sur leur smartphone. Et les 18-34 ans visionnent le petit écran presque 22 heures par semaine contre 10 heures consacrées à leur smartphone. Mais le temps dédié à la télévision est en baisse. Un quart d'heure perdu par jour en moyenne chez les adultes au premier trimestre 2015 par rapport à 2014, alors que celui accordé au smartphone augmente de la durée exacte perdue par le petit écran. Christophe Lachnitt aussi a expliqué ce qu'il a appelé la complémentarité de la télévision avec le web social. Le web social s'incarne prioritairement dans la pratique dite du deuxième écran, c'est-à-dire le fait d'être actif sur son smartphone ou sa tablette pendant que l'on regarde la télévision. Et une étude de Deloitte, Deloitte c'est une firme multinationale britannique, euh, à cette étude donc révèle à ce sujet que plus de 90 des Américains, 90% des Américains ont des pratiques multitâches pendant qu'ils visionnent des programmes cathodiques. Ce phénomène révèle la complémentarité entre télévision et Internet, même s'ils se retrouvent dans leur capacité conversationnelle. La télévision est un média qui rassemble et Internet est un média qui segmente. C'est très très important comme constat. Cette étude révèle à ce sujet que il y a une complémentarité entre télévision et Internet, même s'ils se retrouvent dans leur capacité conversationnelle. La télévision est un média qui rassemble et Internet est un média qui segmente. Lachnitt a étudié aussi consommation de Twitter. Donc, dans son ouvrage, Christophe Lachnitt a considéré aussi Twitter comme étant l'agence d'information du XXe siècle. Selon ses mots, l'actualité était révélée au rythme des dépêches des agences de presse. Une agence de presse était, comme son nom l'indique, un organe de presse qui publiait des dépêches rédigées par des journalistes professionnels parcourant la planète pour nous tenir au courant des euh, derniers, euh, derniers fils d'actualité. Donc, aujourd'hui, Twitter, l'agence d'information du XXe siècle, n'est pas un organe de presse et fonctionne grâce à des individus qui, dans le monde entier, nous racontent ce qui se passe à 2 pas de chez nous, de chez eux. Une autre raison pour laquelle Twitter est une agence d'information et non une agence de presse réside dans le fait que les réseaux qui limitent les interventions de ses membres à 140 caractères ne permet pas de produire des analyses sur l'actualité. Or, les agences de presse ne publient pas que des dépêches narrant les faits. Elles consacrent également certaines dépêches et certains papiers d'angle
à la mise en perspective de l'actualité. Concernant les nouvelles habitudes de consommation médiatique, ici, la consommation de vidéos numériques, une fois la complémentarité de la télévision et des réseaux sociaux établie, il convient, selon Christophe Lachnitt, de s'interroger sur une autre menace qui plane sur la domination cathodique, celle des vidéos numériques. Il a présenté ainsi les résultats d'un sondage réalisé par GFK. Euh, GFK, c'est une société pour la recherche sur la consommation, est un leader mondial à ce sujet. Euh, pour donc ce sondage est mené, réalisé par GFK pour Interactive Advertising Bureau, IAB, le syndicat professionnel de référence de l'industrie de la publicité numérique. Ce sondage montre que les internautes américains qui regardent une vidéo sur le web au moins une fois par mois sont plus enclins à visionner une vidéo numérique produite professionnellement qu'un programme télévisé. Pour la première fois, les vidéos numériques dépassent même les shows télévisés de prime time. Sur une base de référence de son, les vidéos numériques obtiennent un score de 140 contre 135 pour les programmes de prime time parmi les productions que les personnes interrogées affirment avoir le plus de chances de visionner. L'étude de GfK et de le IAB est une parmi d'autres qui s'étant si confirme que la vidéo numérique prend ou va prendre le pas sur la télévision. Christophe Lachnitt a aussi analysé relations producteurs-diffuseurs de contenu. Il a analysé ce qu'il appelle le déséquilibre de pouvoir. En prenant l'exemple de sites d'information américains de médias Internet, BuzzFeed. Christophe Lachnitt a conclu son tour d'horizon médiatique en s'interrogeant sur les rôles respectifs des producteurs et diffuseurs de contenu dans la chaîne de valeur médiatique créée par la révolution numérique. Il a analysé l'exemple de BuzzFeed. La règle d'or des médias était d'amener les internautes sur leur site pour gonfler leurs statistiques de trafic et pouvoir de ce fait augmenter leurs tarifs publicitaires, tout en conservant l'intégralité des revenus générés. Or, la domination croissante des réseaux sociaux, au premier rang desquels Facebook, sur l'accès des citoyens consommateurs au contenu menace toujours plus dangereusement ce principe de monétisation. Elle a conduit BuzzFeed à inventer un nouveau modèle. BuzzFeed attire plus de 200 millions de visiteurs uniques par mois sur son site grâce à l'intérêt de ses contenus et à sa maîtrise de la propagation virale. Mais Jonah Peretti, le cofondateur et patron du site, réalisa en 2014 qu'il pouvait toucher un public beaucoup plus vaste en exploitant la logique des réseaux sociaux plutôt que de lui résister comme c'était jusqu'à présent la pratique de tous les médias. La pratique des autres médias a essayé de résister contre ou devant les réseaux sociaux. En clair, Peretti décida de faire passer BuzzFeed du statut de site de destination à celui de site de passage. En ce sens, ajoute Lachnitt, l'accès aux audiences des réseaux sociaux représente un gain net pour BuzzFeed et non un danger comme pour les autres médias. BuzzFeed a d'ailleurs été l'un des premiers sites à diffuser ce contenu sur Instant Articles et Discover. Les fonctionnalités de publication de contenu tiers de Facebook et Snapchat. Aujourd'hui, 75% de ces contenus sont publiés d'ailleurs que sur son propre site. En septembre 2015, Jonah Peretti détailla lors d'un podcast du site Recode
La composition du trafic de BuzzFeed, celle-ci reflète la manière dont les contenus du site sont désormais consommés sur toutes les plateformes où ils sont hébergés, partagés ou repris. Accès direct au site ou application BuzzFeed, 23%. Vidéo native regardée sur Facebook, 27%. Contenu vu sur Snapchat, 21%. Vidéo visionnée sur YouTube, 14%. Redirection de trafic depuis Facebook, 6%. Photos consultées sur Facebook, 4%. Photos consultées sur Facebook, 4%. Et redirection de trafic depuis d'autres plateformes, 3%. Accès depuis Google Search, 2%. Ces données mettent en lumière, selon Christophe Lachnit, la capacité presque unique de BuzzFeed dans le paysage numérique actuel à tirer parti de l'audience plus large et diversifiée que lui procurent les réseaux sociaux tout en monétisant production éditoriale. À ce sujet, le succès de BuzzFeed s'est construit sur des contenus divertissants, au premier rang desquels ces fameuses listes et GIFs animés, puis il s'est progressivement transformé en un média d'information généraliste, tout en donnant une primauté croissante à la production de contenu vidéo. Donc, il s'est progressivement transformé en un média d'information généraliste, tout en donnant une primauté croissante à la production de contenu vidéo. Peretti a expliqué au Guardian pourquoi il a engagé cette mutation en continu d'investir dans le développement de sa rédaction à travers le monde et la production d'excellents contenus éditoriaux. Selon ses mots, si nous ne nous intéressions exclusivement qu'au trafic, nous nous concentrerions sur le divertissement, mais l'actualité génère des visites répétées et conforte l'utilisation régulière de notre plateforme. Les gens veulent toujours savoir ce qui se passe, ce qui vient de se passer. La couverture de l'actualité crée des habitudes de consommation de nos contenus. Cependant, elle a un effet à la fois positif et négatif sur notre business. Positif car elle suscite la fidélité des internautes, négatif car elle coûte plus cher à produire et est moins partagée sur le web social. Donc, ainsi, on termine ce cours. Et voilà l'ouvrage de Christophe Lachnit, intitulé Le génie gênant, fragment sur la transformation numérique. Merci et à la prochaine.